J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement. Oh shit, c'est reparti mon kiki. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il est, c'est 12 degrés 5. Je bois la pire des finasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. Chers auditeurs, chères auditrices, ici Requin qui vous parle. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes toujours en vie. Ne changeons pas les bonnes habitudes, commençons cette nouvelle émission de Radio Virus en écoutant le camarade Mattei qui nous parlera d'un fait divers ayant eu lieu en Russie. Arrêtez tout, on s'en balance du confinement, on s'en balance du Covid. Il y a quand même vachement plus important dans ce bas monde. Les attaques terroristes, le Haut-Karabakh, les élections américaines, non, vous n'y êtes pas du tout. Évidemment, la presse française, comme à son habitude, nous cache la vérité et nous empêche d'avoir une vraie vision sur le monde. Ces salauds de journalopes qui rampent toute la journée pour nous faire chier avec des points Covid permanents où ça débat pendant des heures sur le port du masque sous la douche ou sur le trône, ratent les vrais sujets. C'est la RTBF qui balance l'info. Attention, la RTBF c'est du sérieux. La radio et télévision de la Belgique francophone. C'est l'équivalent de TV Poitou en termes de rap game. Ils annonçaient hier dans leur colonne, je cite, « Russie, le roi de la saucisse assassiné à l'arbalète dans son sauna. » Boum. Ça a quand même plus de gueule que Darmanin a fini de trier les supermarchés ou Brigitte reste la reine de la mode malgré l'épidémie. Revenons à l'affaire. Tout y est fou. On se croirait dans un film d'OSS 117. Le 1er novembre dernier, donc, Vladimir Marogov, magnat de la charcuterie russe et propriétaire de nombreuses usines de transformation, se fait un petit sauna avec sa femme. On ne juge pas, chacun fête la Toussaint comme il l'entend. Dans la nuit, plusieurs hommes masqués s'infiltrent dans le domicile, font irruption dans le sauna et ligotent le couple en réclamant l'argent planqué dans la maison. La femme parvient à se détacher et, à poil, s'enfuit prévenir la police. Les ravisseurs furax abattent Marogov à l'arbalète avant de prendre la fuite avec la bagnole du charcutier qu'on retrouve brûlée à des centaines de kilomètres de là. On a tous les ingrédients pour faire un bon SAS. Des Russes, des meufs à poil, des tueurs ayant des armes improbables, etc., etc. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, on ne comprend pas trop l'histoire et d'ailleurs on s'en fout un peu. Je ne suis pas sûr que même un complotiste chevronné arrive à faire un lien avec une quelconque magouille de la CIA. Ça rejoint cependant la théorie du complot sur les pains à burger, expliquée ici même dans l'épisode 31 du 16 avril dernier. Je ne vais pas vous faire chier plus longtemps avec mes conneries de charcutier, mais je trouve que la Russie a ça de beau, c'est que leurs faits divers sont quand même vachement plus drôles que les nôtres. On imagine mal Yves Gonor, PDG de Fleury-Michon, dans pareilles circonstances. Mais ici, c'est normal en Russie. Passons maintenant aux actualités, présentées par Derfonnet. L'actualité de ce mercredi 4 novembre. États-Unis, félicitations à Kanye West, pour qui un électeur sur 10 000 a voté. Il réunit plus de 33 000 suffrages, ce qui lui a permis d'annoncer qu'il se représenterait en 2024. Que du bonheur. Hygiène. Alors que le vainqueur est encore indécis à l'heure où je vous parle, on apprend que le gel hydroalcoolique fait bugger les machines de vote électronique aux USA. Le virus n'est décidément pas démocratique. Paix sociale. On apprend que ces derniers mois, plus d'1 million de tranquillisants ont été consommés en France. Une bonne nouvelle pour notre gouvernement qui ne sait plus où donner de la tête face aux frondes en série. Bonne ambiance. Notre gouvernement continue à vouloir transformer Internet en safe space. Laetitia Avia revient à la charge avec une loi pour le nettoyage des réseaux sociaux. Au programme, le recrutement de milliers de modérateurs par ces plateformes pour analyser les tweets et posts des braves gens. Quand on sait que les modérateurs existants sont à 2 doigts du suicide, ça promet. Solidarité. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, prend soin des salariés isolés et en télétravail. Comme ces pauvres gens n'ont comme seule option de travailler de chez eux seuls, elle leur met en place un numéro vert que tu peux appeler pour... on ne sait pas trop. En espérant que le numéro vert soit ouvert en dehors des heures de travail pour occuper les longues soirées des salariés. Exemplarité. Gérald Darmanin, celui qui râlait sur les soirées clandestines de la police, a été aperçu en plein footing à Roubaix. Il habite à Tourcoing et ne respecte donc pas la règle des 1 km. Une mesure de sécurité d'après son service de protection. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Finances publiques. Le reconfinement va rapporter gros. On apprend que si un élève oublie son masque ou son carnet de correspondance, qui vaut pour une attestation, et se fait contrôler, une amende de 135 € sera envoyée au domicile des parents. De quoi faire de belles crises d'ado. Belle vie. L'Oregon a décriminalisé la possession de drogue lors de l'élection d'hier.
de quoi rendre plus agréables les jours qui nous attendent, et de quoi isoler tout le monde davantage. Impartial, Twitter continue à chatouiller le président Trump et signale à nouveau un de ses tweets dans lequel il affirme que les démocrates veulent voler l'élection. Le ministre de la Vérité rêverait notre gouvernement. Vérité justement. En France, Olivier Véran a proposé aux parlementaires de sortir s'ils ne voulaient pas entendre son témoignage sur la réalité des hospitalisations, affirmant la part importante de jeunes en situation grave. On lui conseille la même chose, sortir et aller à l'hôpital, voir le manque de moyens. C'est tout pour aujourd'hui, à demain pour une nouvelle chronique d'actu. Passons maintenant à l'incontournable premier point politique présenté par Toulouse. Chers auditeurs, reprenons notre réflexion sur le processus de restauration de la cité. Nous avons analysé hier la pensée de Bernard Wicht et son concept de citoyen-soldat. On s'est ainsi rendu compte que l'enjeu stratégique déterminant n'est plus la victoire au sens militaire, mais bel et bien la restauration de la cité. Il ne s'agit pas d'une approche libertarienne, mais bien républicaine au sens défini par Machiavel, c'est-à-dire la conception positive de la liberté comprise comme le droit de chaque citoyen de participer effectivement à la gestion des affaires communes et à la défense de la cité. Le concept de citoyen-soldat 2.0 correspond à une démarche prospective s'inscrivant en cette voie. Cette restauration passe obligatoirement par une reformulation de la liberté et la conjugaison de celle-ci avec une structure, une organisation autre que l'État-nation. Puisque cet État nous met en danger, est incapable de nous protéger, et va contre nos intérêts, et parce que nous voulons vivre. Très bien. Mais une fois avoir dit ça, ça ne nous avance pas des masses si nous ne possédons pas les mêmes définitions. Rappelez-vous, notre défaite est d'abord intellectuelle. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que la cité ? Qu'est-ce qu'un citoyen ? Qu'est-ce qu'un État ? Que signifie la destitution ? Quels sont les différents systèmes politiques ? Si nous ne répondons pas à ces questions, nous ne pourrons pas nous armer face à l'ennemi. En effet, si les idées sont justes et vraies, elles conduisent vers ce que tous les humains recherchent et désirent ardemment, le bonheur. Mais si, comme il est de plus en plus fréquent, elles sont trompeuses, elles causent le malheur. C'est seulement sur une philosophie vraie que peut être établie une bonne politique. Car derrière tout système politique, il y a une philosophie fondamentale. Et comme l'écrivait Paul Valéry, toute politique implique quelque idée de l'homme et de l'esprit, et une représentation du monde. Alors revenons aux fondamentaux et posons-nous cette question. L'homme est-il par nature un animal politique ou un individu ne cherchant que son propre intérêt ? Posons alors comme postulat de départ, en suivant Aristote, que l'homme est un animal politique par nature. Quels arguments donne Aristote ? Aristote observe les choses et veut les comprendre. C'est ainsi qu'il observe que l'homme s'unit spontanément à autrui en vue d'atteindre la suffisance. À entendre d'abord par suffisance chronologiquement parlant, la relation avec ses besoins biologiques. Il fonde une famille, qui à la fois par extension naturelle et par inadéquation avec la satisfaction des besoins non purement quotidiens, s'unit à d'autres, en formant ainsi un village. Le village, étant lui-même non suffisant, il s'unit à d'autres villages dans une nouvelle communauté qu'est la cité. La cité vise d'abord, chronologiquement parlant, le vivre. Mais une fois constituée, la cité vise, au-delà de la suffisance purement biologique, la suffisance rationnelle, c'est-à-dire le bien vivre, que seule peut atteindre la société politique. En effet, Aristote observe que l'homme est un animal, mais un animal rationnel, c'est-à-dire doué du logos. Logos qui signifie à la fois parole et raison. C'est ce logos qui fait la spécificité de l'homme, qui le caractérise et qui le distingue des autres animaux. C'est en fonction de ce qui est propre à l'homme, donc le logos, qu'Aristote détermine la fin de l'homme, c'est-à-dire son accomplissement, seul capable de lui procurer le bonheur. Cette finalité, c'est le bien vivre, au sein d'une société politique, qui permet par sa structure, en fournissant la sécurité et la satisfaction des besoins biologiques, qui lui permet à la communauté de se développer, et de développer les arts, la science, la raison. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais voici en résumé la thèse de l'homme comme animal politique par nature. Cette thèse va être mise à mal à partir du VIe siècle, avec le développement progressif de la philosophie du contrat social. Philosophie qui définit l'homme comme un individu intéressé et égoïste par nature, dont la fin naturelle n'est plus de constituer une communauté. C'est ainsi qu'en changeant notre regard sur l'homme, nous sommes passés de la démocratie antique à la démocratie libérale, et donc contemporaine, source de bien des mots, et que nous définirons dans une prochaine chronique. Après tant de travail intellectuel, la pause musicale est la bienvenue.
Alors en ce temps d'élection américaine, petite rétrospective de la première campagne de Trump avant son élection, et on repart sur les militants de 4chan qui doivent se trouver un hymne. Alors pour resituer un peu qui c'est ces gars-là, donc 4chan c'est un forum américain regroupant pas mal de militants pro-Trump se considérant comme faisant partie de la alt-right américaine, ayant pris comme logo une petite grenouille qui s'appelle Pepe the Frog et qui a servi de base pour faire des mèmes, beaucoup de trolls sur internet et quelques montages qui ont d'ailleurs même été retweetés et republiés par Trump durant sa campagne. Alors ces gars-là ont créé un peu une mythologie autour de cette grenouille-là. Ils ont retrouvé un vieux culte égyptien d'une grenouille qui a à peu près la même tête et qui s'appelle Kek. Alors ils se sont dit autour de ça on va créer même un pays, une sorte un pays de fiction s'appelant le Kekistan. Et pour vous situer un peu les choses, vous allez voir c'est très clair. Dans son histoire, ce pays-là s'est battu contre le Normistan et le Kekistan. Donc c'est très révélateur de l'idée qu'il y a derrière ce pays-là. Et figurez-vous que justement ils ont dû trouver un hymne. Et pour ça, ils ont été fouillés dans la discographie d'Italo Disco des années 80. Et ils sont tombés sur quelque chose qui correspond quand même très très bien à leur univers. Alors déjà rien que le nom de l'artiste, Point Emerging Probably Entering, et donc abrégé en PP, ça tombe bien, c'est carrément le nom de leur mascotte. Et figurez-vous même que le logo du label, c'est une petite grenouille verte. Et les paroles parlent de refondement d'une civilisation. Bon, c'est très symbolique et plein d'espoir, mais ça suffit à en créer un hymne, surtout pour un pays de fiction. Mais écoutez, maintenant je vous invite à l'écouter en espérant qu'il résonne dans quelques foyers américains et qu'à la manière de Trump, vous enchaîniez quelques petits pas de danse chez vous. Allez, bonne écoute.
Retour à l'essentiel. Passons au deuxième point politique, présenté par Mattei. La République gouverne mal, mais se défend bien. Cette phrase d'Anatole France est encore parfaitement d'actualité. L'État est à bout de souffle et ne lutte que pour sa propre survie. Le régime républicain moderne est intrinsèquement pervers et n'œuvre pas pour le bien commun. L'État n'est devenu qu'un rassemblement de petits groupes de pression qui essayent de gratter des parts de marché, non pour le bien des gens, mais pour leur propre compte. Prenons par exemple le cas d'ACT UP. L'association de défense des homos défend-elle vraiment le bien commun? S'intéresse-t-elle vraiment aux intérêts de ses ouailles? Est-elle représentative de quelque chose? La liste des subventions indique qu'elle reçoit 350 000 € d'argent public, 130 000 des labos pharmaceutiques et 100 000 de la Fondation Berger. Tout cet argent pour une association ayant 127 adhérents. Leur but n'est pas la défense de l'homosexualité, mais la défense de leurs intérêts propres. Simone Veil, pas l'avorteuse, la philosophe, s'est penchée sur la question dans une note forte et radicale où elle examine l'origine de la gangrène qui ronge la vie politique. Selon elle, il faut dynamiter les partis politiques, les lobbies, les associations et les groupes de pression. Pour cette ancienne anarcho-trotskiste, proche des milieux ouvriers, la démocratie n'a qu'un seul but, c'est celui de chercher le bien commun. Cette petite bonne femme toute rachitique ne manquait pas de caractère. Pour comprendre la situation ouvrière, elle n'hésita pas à devenir fraiseuse chez Renault ou à bosser dans les hauts fourneaux de l'Indre. Selon elle, la démocratie ne peut marcher qu'à deux conditions. Une, que la volonté du peuple s'exprime loin des passions et des hystéries collectives, et de deux, que le représentant du peuple ne soit qu'un pur organe d'expression. Comme nous pouvons le voir chaque jour, aucune de ces deux conditions n'est respectée. Chaque débat politique est une scène d'hystérie où chacun flatte les plus basses pulsions de l'être, où chaque choix est discuté au prisme de résultats électoraux, de pouvoir ou d'argent. Les représentants du peuple n'œuvrent pas pour le bien commun, mais pour leur propre destinée. Si vous regardez Manuel Valls, vous comprenez tout de suite. Le système des partis comporte selon elle 3 biais. Un parti politique est une machine à fabriquer de la passion collective. Un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur des pensées individuelles. C'est la fameuse ligne du parti. Et l'unique but du parti est sa propre croissance sans limite. Pour Simone Veil, un militant d'un parti devrait pouvoir dire, je cite, « Toutes les fois que j'examinerai n'importe quel problème politique ou social, je m'engage à oublier absolument le fait que je suis membre de tel groupe et à me préoccuper exclusivement de discerner le bien public et la justice. » Ce texte radical et percutant nous secoue dans notre confort de groupe, où il est certainement plus reposant de laisser penser les autres à sa place. Il nous invite à défendre la fluidité des idées et des concepts face à la cristallisation d'un milieu. Nous tous, militants politiques, associatifs ou autres, remettons-nous en question sur la notion de bien commun et sur l'égoïsme ou le calcul qui peuvent biaiser notre discernement. Tout l'enjeu est de garder notre liberté réelle de penser, même au sein d'un groupe soi-disant pensant comme nous. En bref, mort au milieu. Passons maintenant à la culture, avec un moment fort de notre émission, la chronique cinéma présentée par Becker. Le reconfinement est un véritable coup de massue pour nos cinémas. Eux qui souffraient déjà beaucoup de la crise sanitaire se retrouvent dans une situation sans précédent comme d'autres secteurs. Mais êtes-vous allés au cinéma ces derniers mois, chers auditeurs? Même si un bon nombre de films ont été reportés, comme le prochain James Bond ou le premier volet de la trilogie Camelot, il y avait un bon paquet de films intéressants à voir malgré tout. Et sur ces quelques films que je suis allé voir justement, l'un d'entre eux m'a particulièrement marqué. Ce film, c'est Le Feu Sacré, documentaire politique français sur l'aciérie Ascoval. Fermer une usine neuve, franchement, je l'accepterai pas. On quittera le bureau en se disant on part en vacances. Et là, ce sera des vacances définitives. Je crois que c'est la première fois que je regardais pas mes filles dans les yeux. Mais c'est pas possible que cette série ne soit pas reprise. Elle est complètement en accord avec tout ce qu'on attend pour répondre aux enjeux climatiques. Alors, pourquoi le voir? Tout d'abord, le film retrace une année de combat durant laquelle les ouvriers, syndicats et patrons de l'aciérie Ascoval, dans le nord de la France, ont tenté de trouver un repreneur afin de sauver celle-ci. Le sujet est toujours d'actualité et je vous invite à lire quelques articles qui portent sur celui-ci. Il faut dire que le réalisateur Éric Guéret s'est attaqué à un sujet extrêmement complexe, celui de la désindustrialisation en France. Nous faire comprendre de tels enjeux économiques à travers différents acteurs, de l'ouvrier au ministre Bruno Le Maire lui-même, relevait de la folie. Et pourtant, à aucun moment je ne me suis senti perdu, lâché à cause de termes trop techniques pour moi. La force du documentaire réside dans le fait que le réalisateur n'intervient jamais pour nous expliquer la situation. Il laisse parler devant sa caméra les syndicats, le patron de l'aciérie et les ouvriers.
tous ces gens qui se battent au quotidien pour une usine qui représente leur vie. C'est grâce à elle qu'ils sont épanouis dans un boulot dur, certes, mais passionnant. On est pris dans un film qui contient de nombreux rebondissements, les repreneurs qui abandonnent par exemple. On vit le combat de ces petites gens au plus près. Il faut le comprendre, le sujet est extrêmement important. Car l'enjeu c'est que si cette usine tombe, d'autres viendront à tomber ensuite, comme un effet domino. Et c'est pour ça que cet enjeu ne semble pas lointain, il concerne notre pays au sens large. À travers ce documentaire passionnant, Éric Guéret nous parle de mondialisation, des grands patrons qui n'en ont rien à faire des ouvriers français, mais aussi de l'inefficacité de nos hommes politiques. Non pas forcément que ces hommes politiques sont foncièrement mauvais, mais surtout parce qu'ils dépendent de ces grands patrons justement. Dans le film, une sénatrice rend visite aux ouvriers et avoue ne pas comprendre la difficulté de trouver un repreneur, car l'usine répond à tous les enjeux climatiques actuels avec un matériel de haute qualité. Le Feu Sacré est un film important à voir absolument afin de comprendre dans quelle situation notre industrie se trouve et aussi de voir à quel point un sujet aussi important porte si peu d'intérêt aux yeux des Français. Le combat de ces hommes nous concerne tous. Continuons sur cet élan culturel avec la chronique historique, aujourd'hui Henri IV, présentée par Body. Bien avant l'apparition de la presse à scandale, les conquêtes amoureuses des rois alimentaient déjà les commérages. Maîtresses ou favorites, elles furent nombreuses à partager la couche des rois. Mais certains d'entre eux étaient davantage portés sur la chose. Ainsi, la palme revient à Henri IV. Car, s'il est connu pour avoir mis fin aux terribles et sanglantes guerres de religion, le premier roi de la maison des Bourbons l'est aussi pour ses amours. Le roi de France et de Navarre aurait ainsi eu plus de 73 maîtresses. Un nombre auquel il faut probablement ajouter une ribambelle d'aventures non recensées. L'un de ses premiers amours est la fille d'un jardinier nommé Fleurette. La légende dit même que l'expression « compter Fleurette » serait née de cette idylle. Son mariage arrangé en 1572 avec Marguerite de France, fille d'Henri II et de Catherine de Médicis, ne réfrène pas ses ardeurs. En effet, le couple a des mœurs libres. Henri flirte à tout va, tandis que son épouse accueille d'autres hommes dans son lit. Toutefois, cette relative entente ne dure qu'un temps, et les époux se séparent après une union inféconde. Mais, ne nous trompons pas, certaines maîtresses ont réellement compté pour Henri. À commencer par Diane d'Andouin, la belle Corisande, qui aurait une grande influence sur lui. Son grand amour reste la belle Gabrielle d'Estrées néanmoins. Henri en tombe fou amoureux dès le premier regard. Traitée comme une reine, la jeune femme donne au roi de France 3 enfants, qu'il légitime sans hésiter. Henri IV est prêt à tout pour Gabrielle, qui aime le faste, ce qui lui vaut la détestation générale. Objet de nombreux pamphlets, elle est rapidement surnommée la duchesse d'ordure. Qu'importe, le roi lui promet de la demander en mariage. Mais un drame s'abat bientôt sur le couple. Un soir de 1599, dans le carrosse qui la ramène d'un souper, la presque reine est prise d'atroces convulsions. Son visage devient si noir qu'il en est méconnaissable. Elle meurt dans d'atroces souffrances. Certes, Gabrielle était enceinte de son 4e enfant, mais sa grossesse n'y est pour rien dans son trépas. Lors de ce souper, elle se serait fait offrir un rafraîchissement au citron glacé. Certains prétendent que c'est un breuvage qui l'aurait refroidi. Empoisonnement ou pas, le roi a perdu celle qu'il aimait, et, bien que les souverains ne puissent porter le deuil, Henri, terrassé par la douleur, s'habillera tout de noir. Ensuite, marié à Marie de Médicis en 1600, pour renflouer les caisses du royaume de France, et bien qu'approchant la cinquantaine, Henri continue à batifoler. Cela lui vaut d'ailleurs le surnom de ver galant, témoignant de son attirance et ardeur pour la gente féminine malgré son âge. Rien d'étonnant quand on sait qu'à sa naissance, Henri a vu ses lèvres humectées de vin et frottées d'ail. Une tradition bourguignonne censée lui donner force et vigueur. Cela semble avoir porté ses fruits, vu le nombre de ses prétendantes. Mais c'est sûrement la raison pour laquelle elles étaient nombreuses à se plaindre de son haleine fétide. Et maintenant, un moment que vous êtes nombreux à attendre,
L'éphéméride du jour. Éphéméride du mercredi 4 novembre 2020. 308e jour de l'année selon notre ami Grégoire. Il n'en reste plus que 57 avant son terme. Et, chers amis, laissez-moi vous rassurer, nous vivons toujours dans le meilleur des mondes. Chers auditeurs, depuis des mois déjà, la peur a envahi nos cœurs et nos rues. Des zombies masqués déambulent dans un balai macabre, prêts à vous mordre si vous ne vous soumettez pas. Mais cette peur n'est rien, vraiment rien, comparée au macabre 4 novembre 1922. Ce funeste jour, Howard Carter époussait une petite marche au fin fond de l'Égypte. Pourquoi? Est-il un technicien de surface pétri de toc? Eh bien non, c'est un archéologue, et du coup, c'est quasiment la même chose. Cette petite marche pour l'homme, mais grande pour l'horreur, mène à un cataclysme. En effet, c'est la première marche descendant dans la crypte de Toutankhamon, roi de Haute et Basse Égypte. Cette découverte fit s'abattre sur la terre une terrible malédiction. Tous ceux ayant découvert la tombe périrent dans de mystérieuses conditions. En effet, ils étaient tous vieux et mortels, et du coup décédèrent. Étonnant, non? Pour continuer dans l'horreur, 4 novembre 1958, naissance à Montbéliard de Dominique Voynet. Ah bah non, en fait, ça fait pas peur. Et maintenant, encore plus de vraie horreur. Le 4 novembre, c'est le 14e jour du mois de Brumaire dans le calendrier républicain. Et officiellement, il est nommé le jour de l'endive. Et ça, en plus d'être vraiment pas intéressant, ça parle d'endive, et l'endive, c'est dégueulasse. J'aurais pu vous parler de sujets beaucoup plus sérieux, mais chacun d'entre eux nous aurait plongé encore plus profondément dans l'épouvante. Car oui, j'ose le dire, le jour de l'endive est maudit des dieux. En plus des événements précédemment cités, c'est aussi le jour où, en 1380, Charles VI, dit le Fol, accéda au trône de France. C'est dit directement dans son nom, le gars est déglingué du ciboulot et on lui laisse la barre de la chaloupe française pendant 42 ans, 1 mois et 5 jours. C'est quand même le type qui, par le traité de Troyes en 1420, a donné à sa fille en mariage à Henri V d'Angleterre. Je rappelle que c'est un peu la guerre de 100 ans. Et en sus, en a fait son héritier légitime. Bref, on est le 4 novembre, il est 9h19 du matin, c'est une journée de merde, du coup je vais me recoucher. À demain. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que cette nouvelle émission de Radio Virus vous a plu, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.